Comment vous en êtes venu à cette activité qui aujourd'hui prend beaucoup de votre temps? Comment vous êtes tombé dans ce chaudron de la faune sauvage et de la préservation de la faune sauvage? Alors, la faune sauvage, tout ce qui est lié à la nature, à l'environnement, je le dois à un professeur d'école qui nous emmenait en classe verte. Ça devait être, j'étais au CM1. D'accord. Monsieur Emono, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Voilà, il nous emmenait dans les forêts du Jura, en classe verte. Et pour moi, ça a été vraiment une découverte de la nature. On posait des nichoirs pour les mésanges, on suivait les traces des renards, les traces des écureuils, et toute l'année de la scolarité, ça a été autour de la nature. Et ça a été un véritable coup de foudre. Et après, j'ai continué, moi toute seule, petite fille, avec mon sac à dos, mes jumelles. Voilà, j'habitais en Franche-Comté. Il y a toujours ma famille en Franche-Comté, à Montbéliard. Et voilà, j'avais la chance d'être entourée de forêts et de nature. Donc voilà, ça a été coup de foudre et ça a toujours été en moi, comme ça. Et aussi l'amour des animaux. Alors ça, c'est depuis toute petite, l'amour des animaux. Comme tout enfant, pratiquement comme tous les enfants, j'ai voulu être vétérinaire. Malheureusement, la scolarité n'a pas suivi. Enfin, j'étais pas très bonne en maths, tout simplement. Donc, on se demandera toujours pourquoi il faut faire des maths pour être véto, mais bon. Ouais, mais c'est la première chose qu'on vous dit. Hein. On vous dit, ah non, bah, les maths, c'est pas possible, donc ça sera pas possible. Donc, j'ai tracé une croix là-dessus et je me suis dit que, bah, tant pis, je ne travaillerai pas pour les animaux, mais je me suis toujours investie dans les refuges, dans les SPA, dans la protection animale. Je faisais des pétitions sur mes cahiers de brouillon, des pétitions que je faisais signer mes professeurs, mes voisins, etc. Donc, ça a toujours été là depuis toute petite. Mais j'avais d'autres passions, et notamment le théâtre. Et du coup, j'ai fait voilà, un bac théâtre, une licence théâtre. J'ai débarqué à Paris il y a 24 ans pour faire les cours Florent, conservatoire, enfin, tout autre horizon. Mais tout en gardant la passion animale, nature. Hein, je m'investissais toujours à côté dans des associations. Et notamment un refuge pour nouveaux animaux de compagnie, des NAC. Je me suis beaucoup investie, je faisais partie du CA. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu Faunalfort, puisque en fait, dans ce refuge pour NAC, on nous apportait souvent des fouines blessées. Et du coup, on ne pouvait pas s'en occuper, parce que c'est des animaux sauvages et pas domestiques. Et du coup, on les confiait à Faunalfort. Donc c'est comme ça que j'ai connu Faunalfort. Et bon, pour tout vous dire, hein, le cinéma, le théâtre, bon, bah, ça n'a pas trop marché. C'est un milieu un peu difficile. Et puis, je crois que j'avais trop la fibre animale, environnement pour être totalement là-dedans. Donc, j'ai cumulé beaucoup de boulot alimentaire. Et tout en étant, enfin, mon vrai boulot, ça a toujours été les associations, les refuges, les choses comme ça. Et le refuge pour NAC où j'étais a fermé. Et c'est là que je me suis tournée auprès de Faunalfort. Donc, c'était il y a 9 ans. J'ai frappé à la porte de Faunalfort pour être bénévole. Donc, je suis rentrée en tant que bénévole pour aider aux soins, puisque les bénévoles chez Faunalfort aident les soigneurs. Et du coup, j'ai commencé à faire du soin. Et à cette époque, il n'y avait que Jean-François, président, avec une salariée qui gérait tout. Et au fur et à mesure, bah, voilà, il développait la communication pour l'association. Je fais un peu de photos, donc je me suis proposée à faire des photos. Je me suis proposée à faire d'autres choses de plus liées à l'administration. Et voilà, et je me suis beaucoup investie. Et puis j'ai intégré le conseil d'administration. J'ai été 1 an vice-présidente. Et puis il y a 4 ans, là où je travaillais, ça n'allait plus. Enfin, je travaillais dans une plateforme téléphonique, hein, dans une boîte d'assurance. Et je me suis dit, c'est plus possible, je peux pas, c'est pas ma place. Donc j'ai tout quitté, je savais pas où j'allais. Je suis partie, et c'est à ce moment-là que le professeur Courreau, donc président de l'association, m'a proposé ce poste de directrice. Donc je suis très honorée. Et même si c'est un challenge et que c'est un métier avec quand même beaucoup de pression, beaucoup d'angoisse, mais c'est un métier passion et je réalise mon rêve de petite fille de travailler pour les animaux. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler maintenant de cette association? Quels sont ses buts exactement? Alors, Faunalfort. Faunalfort, c'est un centre de soins pour faune sauvage. Donc en fait, on accueille les animaux sauvages blessés ou orphelins qui nous sont apportés majoritairement par des particuliers.
Il y a aussi les agents municipaux, la police, les pompiers, mais en grande partie, ce sont des particuliers qui nous apportent ces animaux sauvages blessés. Et notre but, c'est de les soigner pour les relâcher en pleine nature. Donc, on a 2 centres de soins. On a le premier centre de soins qui est situé à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Donc, c'est un partenariat qu'on a avec l'école. On a cette chance d'avoir ce partenariat. C'est-à-dire que l'école nous loge gracieusement et on bénéficie, on est dans une école vétérinaire, donc on bénéficie des soins médicaux vétérinaires. Donc, par rapport à d'autres centres de soins, on a cette chance-là. Donc, c'est là-bas que les animaux sont accueillis et soignés. Et ensuite, les animaux, on ne peut pas les relâcher directement en pleine nature. Ils ont besoin d'une rééducation, d'une réhabilitation. Et là, c'est le 2e centre de soins qui est situé à 20 km de l'école, à Mandres-les-Roses, où là, on a un partenariat avec le département du Val-de-Marne qui nous accueille au sein de sa pépinière, où on a 5000 m² de terrain et on a nos volières et nos enclos de réhabilitation. Donc, c'est là que l'animal va déjà déstresser, parce qu'un animal en soins proche des humains est extrêmement stressé, les animaux sauvages. Donc déjà, voilà, dans ces volières en pleine nature, il va déstresser et il va reprendre des muscles, il va faire de la cardio, il va reprendre un peu ses repères naturels. Et une fois qu'on estime que l'animal est prêt, on lui redonne sa liberté. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première fonction de l'association. La deuxième fonction, c'est la formation. Puisque tout le monde peut venir bénévole chez Faune-Alfort. On forme déjà les étudiants vétérinaires, puisqu'on est situé au sein de l'école vétérinaire. On forme des stagiaires, donc ça peut être des ASV, ça peut être aussi des vétérinaires libéraux qui veulent se former à la faune sauvage. Et bien sûr, tous nos bénévoles, puisqu'on ne peut pas fonctionner sans bénévoles. Donc voilà, il suffit d'être motivé, de ne pas avoir peur d'une charge, d'une activité assez intense, de ne pas avoir peur aussi d'être confronté à la souffrance animale. Et nos bénévoles nous aident aux soins animaliers. On en a énormément besoin parce que là, on a déjà dépassé les 8000 animaux cette année. On a 8300. J'ai regardé les chiffres avant cette vidéo. On a encore battu malheureusement un record. On n'est que 7 soigneurs. Donc, c'est important d'être soutenu par ces bénévoles qui viennent nous prêter main forte. Qu'est-ce qu'on rencontre aujourd'hui comme animaux ? Alors, en centre de soins, donc chez nous, on est situé en Île-de-France et faut pas croire, l'Île-de-France est très riche en biodiversité. Quand on pense Île-de-France, on pense Paris, ouais. On pense béton, on pense immeuble. Et en fait, dès qu'on sort de Paris, intramuros, tout de suite, on a quand même la forêt de Rambouillet, on a la forêt, on a le Vincennes, on a Boulogne, on arrive tout de suite en Seine-et-Marne, Val d'Oise. Voilà, on est entouré quand même de nature et nous, on accueille 120 espèces différentes chez Faune-Alfort. Donc, c'est essentiellement d'oiseaux, 60% d'oiseaux. Donc, ça va bien sûr par notre mythique pigeon biset. Mais ensuite, il y a énormément de passereaux. On a des rapaces, des chouettes-hulottes. Hier, on a accueilli un moyen-duc, des buses, des bondrées apivores, des faucons pèlerins. Et ensuite, on a tous nos mammifères, donc les renards, les fouines, les martres, les écureuils et bien sûr les hérissons. C'est une faune sauvage qu'on trouve aussi à l'intérieur de Paris. Dans Paris, il y a des fouines au But-Chaumont, il y a des renards au Père-Lachaise. Et ça, c'est le 3e pilier de l'association, c'est de sensibiliser les gens. On met en place des animations ou des stands de sensibilisation pour interpeller le public sur la faune sauvage, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour être en présence de la faune sauvage, elle est vraiment devant notre porte, et même en zone urbaine. Et on essaye de se poser la question, comment cohabiter avec cette faune sauvage, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire quand on trouve un animal en détresse. Et donc ça, c'est vraiment pour Faune-Alfort hyper important. Ça fait 1 an qu'on multiplie les animations. On a d'ailleurs une animatrice maintenant. Et c'est important pour nous de prêcher un peu la bonne parole pour la faune sauvage. Et voilà. Donc, on a compris que souvent, ce sont des particuliers qui peuvent avoir recueilli des animaux, mais aussi, est-ce que vous travaillez avec des organisations plus territoriales ? Alors, il y a des agents municipaux. Alors, on commence à être un peu plus connus, donc ils savent maintenant qu'ils peuvent venir chez nous. On est appelé par exemple, l'OFB. On travaille très étroitement avec l'OFB, les agents municipaux, la police, les pompiers également. Donc surtout eux, ils interviennent pour les gros animaux, chevreuil, renard, parce que pour les particuliers, c'est déjà des animaux potentiellement dangereux. Donc ils savent où nous trouver.
Donc oui, on travaille étroitement avec eux et tant mieux d'ailleurs. Mais pas tous parce que tout le monde ne nous connaît pas, hein, tous les services de police ne nous connaissent pas. Donc voilà, mais le fait de travailler avec l'OFB, ça y est, ça commence. Ils savent qu'on existe et ils savent qu'ils peuvent nous déposer les animaux chez nous. Vous constatez une augmentation. Pour le coup, on sait que de plus en plus, les espaces sauvages en France sont réduits autour des villes, puisque avec l'urbanisation croissante, on a des espaces sauvages qui se réduisent. Vous constatez année après année une augmentation des animaux que vous recueillez? Alors, 99% des animaux qu'on recueille, c'est dû à l'impact humain. C'est dû aux activités humaines. Choc routier, choc vitre, pollution, fil électrique, fil de pêche, braconnage, tous ceux qu'on recueille, c'est dû à la main de l'homme. On constate une certaine perturbation dans les naissances. Par exemple, dans les centres de soins, on a deux périodes. On a une période très intense, c'est printemps-été. C'est le moment des naissances. Donc c'est là où les gens tombent sur les oisillons tombés du nid, tombent sur les renardeaux qu'on croit orphelins ou chevreuils, petits fans orphelins, alors que pas du tout. Mais et on constate que les périodes où on se dit dans 15 jours c'est les martinets, on attend et ils sont toujours pas là. Les hirondelles c'est pareil. On a des hérissons, des naissances hyper tardives. On voit qu'il y a quelque chose. La nature est perturbée. On peut plus prévoir comme avant. Les saisons sont déboussolées. On voit qu'en forte canicule, les martinets, c'est une catastrophe. On voit quand même des animaux de plus en plus rachitiques, pas en bonne santé parce qu'ils vivent dans les villes, donc ils se nourrissent de ce qu'il y a dans les poubelles. Donc c'est pas du tout adapté pour eux. J'ai l'impression, les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent pour pouvoir vivre avec nous, de cohabiter avec nous. Et c'est pas, comme je dis aux gens, c'est pas Disney, hein, la nature, la faune sauvage, les pauvres, c'est très dur pour eux. Et on le constate dans les centres de soins. La bonne nouvelle, c'est qu'on constate aussi que les gens sont beaucoup plus sensibilisés. Tous les centres de soins voient leur entrée exploser chaque année. C'est très bien, on est très content et pour l'animal et pour les découvreurs, les personnes qui se retrouvent avec un animal sauvage blessé. On aimerait que les dons ou les subventions montent aussi, augmentent de la même manière, c'est pas le cas. Mais au moins, ça prouve deux choses. Bon, déjà, les gens connaissent de plus en plus les centres de soins, mais surtout, il y a une vraie demande sociétale. Les gens estiment que l'animal sauvage a autant le droit d'être soigné qu'un chien ou un chat. Et ça, c'est assez récent. Et maintenant, c'est revendiqué. Maintenant, il faut sensibiliser les pouvoirs publics, il faut sensibiliser les collectivités locales. Parce qu'il y a une vraie demande sociétale et c'est un devoir en plus, donc il faut que tout le monde s'y mette. On a compris qu'il y avait effectivement beaucoup d'animaux qui vous arrivaient de plein de manières différentes, que vous avez une organisation rigoureuse. Est-ce qu'il y a des contrôles aujourd'hui qui sont faits sur justement le soin et la nature du soin et la qualité du soin? Alors, nous, on a l'avantage d'être dans l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Donc déjà, l'école vétérinaire, institution réglementaire très stricte. Donc déjà, on est bien encadré de ce côté-là. Et ensuite, comme tout centre de soins, on est contrôlé par la DDPP. Donc un contrôle par an. Ils viennent une fois par an contrôler si tout est aux normes, si l'entrée et sortie des animaux c'est respecté, si la nourriture est bien stockée, si les volières sont bien adaptées en suivant la réglementation qui est en place. Donc oui, on a un contrôle une fois par an de la DPP. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de problème, tout se passe bien. C'est important à préciser parce que c'est vrai que c'est une structure effectivement sérieuse et organisée et qui travaille en lien avec des corps de métier qui sont. C'était bien de le préciser aussi. De toute façon, en centre de soins, pour l'ouverture, il y a l'obligation déjà d'avoir un capacitaire, une personne capacitaire, donc il y a l'autorisation de travailler avec des animaux sauvages, de détenir des animaux sauvages. Il faut un vétérinaire référent et il faut l'accord de la DDPP. Sans l'accord de la DDPP, il n'y a pas d'ouverture.
Ça, c'est très bien. Et ça fait de vous un interlocuteur officiel pour le coup, du coup, enfin, et avec escalité. Oui, oui, oui. Et puis, on est souvent appelé pour des sauvetages. Voilà. Alors, en Ile-de-France, on est le seul soin à prendre toutes les espèces de faune sauvage européenne. Donc, on est souvent appelé, voilà, pour dépanner, notamment l'OFB, les gendarmes et même la DDPP qui nous appelle, voilà, pour des saisies. Ça aussi, on a de plus en plus de saisies, par exemple, de chardonneret. C'est un vrai fléau. La plus grande saisie qu'on a eue, c'est 60 chardonnerets qui sont arrivés. Donc, voilà. Donc, ça aussi, c'est un très gros fléau, le trafic d'animaux sauvages. Ouais. Donc vous avez des liens avec des institutions et d'autres associations, par exemple comme l'association de Jane Goodall. C'est quelque chose. Ce sont des gens avec lesquels vous travaillez? Ah oui, oui, oui. On est très, très honorés, très contents de travailler avec Jane Goodall Institut France, notamment avec sa directrice Galit. Ça fait plusieurs années, hein, ça va faire 5 ans. Et en fait, on met en place des conférences chaque année en partenariat, Fonalfort et le Jane Goodall Institut France. Voilà, 3-4 conférences à l'année où on met en valeur des scientifiques, des passionnés de faune sauvage et qu'on propose à nos adhérents communs de participer à ces conférences et faire découvrir des thèmes hyper passionnants. Et voilà, et on souhaite développer un peu plus ce partenariat. Bon, que ça soit le Jane Goodall Institut France ou Fonalfort, on a tous la tête sous l'eau, donc voilà, mais on ne perd pas du tout le lien et on communique souvent et on aimerait voilà, créer peut-être quelque chose un peu plus à l'avenir avec le Jane Goodall. Très grande dame Jane Goodall que j'ai eu la chance de voir à l'UNESCO il y a 2 semaines. C'était, voilà, enfin, elle nous inspire. Enfin, moi, étant petite, elle m'a inspirée. Elle fait partie de mes icônes. Et oh ouais, ces émissions quand j'étais petite avec Alain Dubourg. Enfin, voilà, c'est toutes ces personnes-là qui m'ont donné la fibre et puis qui m'ont donné l'envie de m'investir pour la faune sauvage. Ouais, très grande dame. Vous le disiez tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, là-bas, et là vous nous le redites, la faune sauvage et la protection de la faune sauvage, alors pas forcément la faune sauvage exotique, hein, la faune sauvage locale, c'est effectivement devenu peut-être plus, il y a une sensibilisation importante du public, et cette protection, elle passe beaucoup par l'anticipation et par aussi, donc, vous parlez de formation, mais aussi peut-être, est-ce que vous vous déplacez, est-ce que la formation que vous faites, elle vous permet d'aller directement au contact des populations qui sont Oui. concernées? On est beaucoup. Alors, on fait beaucoup d'événements. Alors, les fêtes de la nature, les fêtes de l'environnement. On a des partenariats du coup avec, par exemple, le Val-de-Marne, qui nous sollicite beaucoup pour, voilà, qui commence à vraiment développer la sensibilisation à la nature auprès de son public, notamment dans ses parcs ou dans ses forêts. On a un partenariat avec la Maison de l'Environnement de Maison-Alfort, où on a un parcours pédagogique, enfin un atelier pédagogique pour toutes les classes de CE1. Voilà, toutes les classes de CE1 vont passer 2 jours avec notre animatrice, voilà, sur un thème lié à la faune sauvage. Et puis, pareil, à la Maison de l'Environnement, on propose des animations pour tout public, on s'inscrit donc, et on se déplace dans d'autres écoles. On a fait d'autres écoles également. On a fait aussi des entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui ils ont un peu tous un peu leur semaine sensibilisation à l'environnement ou à la biodiversité. Donc on est souvent sollicité pour animer, proposer des ateliers. Et je suis toujours surprise parce que je me dis oh, ça va peut-être pas intéresser les gens. Et en fait, on est tout de suite envahi. Il y a plein de questions. En fait, les gens se posent énormément de questions. Ils ont beaucoup d'a priori sur la faune sauvage et ils s'en demandent d'apprendre sur la faune sauvage. De toute façon, on ne peut pas protéger quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, et je dirais même, pour ce qui est des enfants, moi, je dis qu'il faudrait faire l'école dans la nature. Moi, je pense que les enfants, on devrait, mais comme mon professeur nous a emmenés dans les forêts du Jura, l'émerveillement suscite l'envie de protéger, l'envie de défendre. Et quand je vois que justement ces classes vertes,
ça n'existe presque plus dans les écoles. On propose plus ça. On leur propose plutôt des ateliers informatiques. Alors bon, c'est très bien, on n'a rien contre. Mais ah là là, mettez les enfants dehors, dans la nature. C'est là que tout se passe, quoi. C'est là que tout se passe. Et ça aussi, on va essayer de mettre en place des découvertes nature. Enfin, c'est un projet avec notre animatrice, voilà, d'aller voilà, autour des mares, parce que les mares, c'est passionnant, c'est une niche biodiversité, les mares. Et voilà, proposer des petites choses comme ça, même si on a juste un balcon, on peut attirer de la faune sauvage sur un balcon. Je suis dans le 19e, sur mon balcon, j'ai des chardonnerets, des pinsons, des mésanges, des moineaux, et j'ai la chance aussi de voir l'émancipation des faucons pèlerins sur la tour de Crimée, et je suis en plein Paris. Et voilà, donc la faune sauvage, il suffit de lever la tête, d'observer, et c'est un monde passionnant qui s'ouvre à nous, quoi. On a une question gimmick qui clôt un peu nos entretiens, qui est systématiquement la même, qui est que faisiez-vous dans la nuit? Non, quel est votre animal préféré, s'il y en a un? C'est dur, hein. C'est dur. Quand je croise le regard d'un renard, je me dis, mon Dieu, quelle beauté. Même une mésange bleue, je trouve sublime. Après, je dois avouer que j'ai un peu le cœur qui vibre quand je croise un faucon pèlerin. Voilà, le faucon pèlerin. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je suis toujours émue de... voilà, c'est un oiseau qui me passionne, c'est un oiseau qui me fait vibrer. Et même si tous les autres me font vibrer, j'ai du mal à choisir, mais c'est vrai que voilà, mon petit cœur fonctionne autrement quand il croise le faucon pèlerin.